Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Nouveau rebondissement politique en République démocratique du Congo. Le ministre Pierre Kangoudia a fait savoir qu'il ne démissionnerait pas du gouvernement malgré l'appel lancé par son parti, l'UNC de Vital Kamerhe. Contestation des résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 9 octobre au Libéria. Charles Brumskin, le candidat arrivé troisième avec 10% des voix, dénonce l'existence de bulletins pré-remplis et demande l'annulation du premier tour. Et à la découverte du hula, le bonnet traditionnel du Niger, une exposition se tient jusqu'au 10 novembre à Niamey et retrace l'histoire de cet accessoire traditionnel considéré comme une marque de respect dans la société. Mais tout d'abord, au Kenya, la commission électorale a décidé de maintenir ce jeudi 26 octobre l'élection présidentielle bis ordonnée par la Cour suprême après l'annulation des résultats du 8 août dernier. Un scrutin qui devrait assurer la réélection du président Uhuru Kenyatta puisque son principal opposant Raila Odinga, pourtant à l'origine de cette nouvelle échéance électorale, a appelé ses partisans à ne pas aller voter faute d'avoir obtenu les garanties qu'ils souhaitaient. En République démocratique du Congo, entre son parti, l'UNC et le gouvernement, Pierre Kangoudia a tranché. Le ministre en charge du budget a refusé de démissionner du gouvernement, comme l'a annoncé pourtant le 23 octobre l'Union pour la nation congolaise menée par Vital Kamerhe. Le divorce entre les deux hommes semble désormais consommé. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Il ne démissionnera pas de l'exécutif, comme le lui recommande l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, qu'il a mandaté dans le gouvernement dirigé par Bruno Tshibala, où il occupe le poste du ministre d'État en charge du budget. Devant la presse ce mardi 24 octobre 2017 à Kinshasa, Pierre Kangoudia, un bras droit de l'ex-président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, a plutôt décidé de démissionner de son parti et garder son fauteuil au gouvernement. Cet empressement qui frise un acharnement sur ma personne, ma modeste personne, m'a fait voir la gravité de la décision à prendre en cas de ma démission. En guise d'illustration, comment peut-on justifier mon retrait seul tout en laissant le représentant de mon parti continuer l'exercice de ses fonctions à la CENI? Dans ce contexte, je refuse, pour satisfaire les intérêts égoïstes et personnels de certaines personnes, de créer inutilement une crise au sein du gouvernement. Le bureau politique de l'UNC a pris la décision de se retirer du gouvernement le lundi 23 octobre 2017, estimant que l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre est biaisée et ne permettra pas la tenue des élections en décembre 2017, comme stipulé dans l'accord. Compte tenu du fait qu'à ce jour, la CENI n'a toujours pas publié le calendrier électoral conforme à l'accord de la Saint-Sylvestre, après concertation avec le camarade Pierre Kangoudia Mbayi, la direction politique nationale de l'UNC décide le retrait du délégué de l'UNC du gouvernement en la personne de M. Pierre Kangoudia Mbayi, ministre d'État au budget. L'affaire Pierre Kangoudia et l'UNC remet sur la place publique la question relative au respect du mandat accordé à un délégué dans les institutions de l'État. Devra-t-il perdre son poste dès lors que le parti le lui demande, si la question est bien définie au Parlement, ou un député élu sous le label d'un parti garde son mandat même s'il est déchu du parti et le perd s'il démissionne de lui-même? Pour les autres institutions, un flou est entretenu. Une situation qui facilite, selon de nombreux observateurs, les dédoublements des partis politiques qui sont légion dans le pays. Au Libéria, l'avocat Charles Brumskin, candidat arrivé troisième au premier tour de l'élection présidentielle du 9 octobre, conteste les résultats du scrutin. Il a déposé une plainte le 23 octobre devant la commission électorale en affirmant que des bulletins avaient été pré-remplis. Il réclame donc l'annulation du premier tour de l'élection. Plus de détails avec Ashley Duprat. Près d'une semaine après la confirmation du second tour de la présidentielle libérienne, qui opposera Joseph Boakai à George Weah le 7 novembre, maître Charles Walker Brumskin, arrivé avec 10% des voix au premier tour,
a déposé une plainte auprès de la commission électorale réclamant l'annulation du scrutin. Nous demandons à la commission électorale de suspendre la tenue du second tour tant que notre plainte n'aura pas été examinée. Ce qui est en jeu, ce n'est pas uniquement l'éventuelle victoire de Charles Walker Bromskin. Ce qui est en jeu sur le fond, c'est la survie et l'amélioration de notre système électoral pour qu'il traduise vraiment la volonté et les espoirs de notre peuple. Une plainte dans laquelle l'avocat affirme que le scrutin a été émaillé de fraudes et de grossières irrégularités, notamment à l'aide de bulletins de vote pré-remplis. La commission électorale a jusqu'à ce jeudi 26 octobre 2017 pour examiner la plainte, faute de quoi le président du Parti de la Liberté a annoncé demander à la Cour suprême libérienne d'adopter une ordonnance pour suspendre la tenue du second tour à venir le 7 octobre 2017. On ne peut quand même pas changer les règles du jeu en plein jeu, c'est pas possible. Mais il aurait dû poser tout ça là en amont. C'est ça le problème, parce que le processus a démarré. Bon. Et là, vouloir surfer sur ce tableau, on peut le taxer de mauvais perdant. Il faut reconnaître quand même qu'il arrive en troisième position. Donc, il fait partie avec Alexandre Cumming des faiseurs de roi. Donc, c'est sur ce tableau-là qu'il doit surfer. La question est maintenant de savoir si la commission électorale va donner raison au Parti de la Liberté. Si tel est le cas, plus de 2 millions de Libériens pourraient retourner aux urnes pour départager les 20 candidats qui se sont affrontés au premier tour le 9 octobre 2017. Aucune réaction n'a pour l'instant été observée chez les autres candidats. La monnaie unique au sein de la CEDEAO est toujours d'actualité, mais elle a une nouvelle fois été reportée. Elle était initialement prévue pour 2020, mais les chefs d'État présents à la 4e réunion de la Task Force présidentielle le 24 octobre à Niamey au Niger ont décidé d'ajourner ce projet repoussé depuis maintenant 3 décennies. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. La création de la monnaie unique dans l'espace CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, toujours d'actualité malgré la faiblesse des résultats récoltés dans sa mise en œuvre. Les chefs d'État membres du groupe de travail mis en place par la CEDEAO se sont réunis à Niamey afin d'examiner la feuille de route définissant les conditions de création de cette monnaie. 4 chefs d'État, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Nana Akufo-Addo du Ghana, le Togolais Faure Gnassingbé et le Nigérien Mohamedou Bouhari ont pris part à cette réunion. Les chefs d'État entendent mettre en œuvre de nouvelles formules afin d'arriver à la création de la monnaie unique en 2020. Par exemple, est-il possible d'envisager, suivant une approche gradualiste, la création formelle par les États qui sont techniquement prêts en termes de convergence macroéconomique d'une monnaie unique qui pourrait circuler comme une unité de compte à partir de 2020 dans un système de compensation dont la mise en place pourrait provenir d'une harmonisation des systèmes de paiement. Nous avons déjà suffisamment d'institutions. Nous allons vous proposer de ne pas en créer, mais de donner cette tâche à l'AMAO qui, pour les ressources, verra avec la Commission et d'autres structures, avec le renforcement de capacités, pour qu'on prépare l'avènement de la monnaie unique. Créée en 1975, la CEDEAO regroupe aujourd'hui 15 pays totalisant 300 millions d'habitants qui utilisent des monnaies différentes. À l'issue de la réunion de Niamey, c'est l'approche globale qui a été privilégiée. Un délai de 3 mois est donné au comité interministériel pour proposer une nouvelle feuille de route en vue de la création de cette monnaie. La Task Force a exhorté les États à prendre les mesures nécessaires, notamment le respect des critères de convergence qui permettraient de réaliser les objectifs de création de la monnaie unique de la CEDEAO à l'horizon 2020. Cette 4e réunion de la Task Force présidentielle sur le programme de la monnaie unique intervient alors que le continent est en plein débat sur l'avenir du franc CFA. Prévu initialement en 2009 puis en 2020, la création de cette monnaie unique ne cesse d'être reportée. Les chefs d'État se sont encore donné rendez-vous à Accra au Ghana en février 2018 afin de se pencher sur la question. Hula ou bonnet en langue Haoussa, c'est le nom de l'accessoire à l'honneur de l'exposition qui se tient jusqu'au 10 novembre à Niamey au Niger. Dans cette exposition, les artistes laissent libre cours à leur imagination pour retracer l'histoire de cet objet considéré comme une marque de respect dans la société. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Faire découvrir l'histoire du bonnet et sa place dans la société nigérienne. C'est l'objectif que vise Alishina Alakaï, artiste plasticien, et la photographe Absatou Bagaya. Aussi appelé Hula en langue nationale Hausa,
le bonnet reste profondément ancré dans le style vestimentaire des Nigériens. Il fait partie intégrante de la tenue des hommes. Le port de bonnet est considéré comme une marque de respect pour soi-même et est perçu comme un signe d'humilité de l'homme. À travers l'exposition dénommée Tagia, il propose une exploration artistique de cet attribut. On peut dire, lui, il est gouvernementé à cause d'un bonnet. Lui, il est à Ossa à cause d'un bonnet. Donc, il y a tellement de choses, les bonnets parlent beaucoup. Loin cependant de se limiter à l'usage purement esthétique dans l'accoutrement, le bonnet a aussi un caractère culturel. Les bonnets en disent long sur les origines ethniques et sociales, parfois même sur l'appartenance à une lignée royale. Il est signe de noblesse dans beaucoup de sociétés africaines. Quand je suis partie à la découverte de ce rôle-là, je me suis rendu compte qu'en fait, il est fascinant. D'abord qu'il y a un grand travail d'artistes, d'artisans qui se fait. Les bonnets sont aux formes, aux tailles, aux couleurs et aux motifs divers. Chacun d'entre eux ayant une signification précise. À travers le port du bonnet, c'est des messages qui sont véhiculés. Dans certaines sociétés nigériennes, le hula est incontournable pour un habillement réussi. À travers cette exposition qui va durer jusqu'au 7 novembre 2017, ces artistes plasticiens entendent faire connaître l'histoire du bonnet, lourd de sens et sa place dans la société nigérienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.